Est-ce qu'elle crie déjà? C'est ce que j'ai entendu. De l'autre côté de la porte métallique. 2 voix allemandes. L'une riait, l'autre confirmait simplement. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais mon corps tremblait déjà. Parce que quelque chose en moi, quelque chose de primitif, comprenait déjà. Je m'appelle Thérèse Duvallon. J'ai 83 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à essayer d'effacer cette question de ma tête. Je n'y suis pas parvenue. Elle revient. Chaque aube. Chaque fois que je ferme les yeux et que le silence pèse trop lourd. Ils ne nous ont pas emmenés pour travailler. Ils ne nous ont pas emmenés pour être interrogés. Ils nous ont emmenés dans un endroit où les jeunes Françaises étaient séparées, observées, cataloguées. Et où certaines étaient choisies. Pas par hasard, mais selon des critères qu'aucune d'entre nous n'imaginait possibles. Je n'étais qu'une fille de 19 ans, fille d'un boulanger, née et élevée à Annecy, une petite ville des Alpes françaises, où tout le monde se connaissait, où la guerre semblait encore lointaine, une chose qui arrivait dans les journaux, pas dans nos rues, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être lointaine, jusqu'à ce qu'ils frappent à ma porte. Mars 1943. Aube, froid glacial. Ma mère était dans la cuisine quand nous avons entendu, des coups secs, métalliques, autoritaires. Mon père a ouvert la porte. 3 soldats allemands, uniforme impeccable, visage inexpressif. L'un d'eux tenait une liste. Il a lu mon nom. Thérèse Duvallon, 19 ans, célibataire. Venez avec nous. Pas d'explication. Pas de temps pour les questions. Ma mère a essayé de saisir mon bras. Elle a été repoussée contre le mur. Mon père a fait un pas en avant. La crosse d'un fusil a frappé son visage. Il est tombé. Le sang coulait de son nez. J'ai crié. Mais on me traînait déjà dehors. Le camion attendait dans la rue. Bâche tendue. Moteur en marche. Il y avait d'autres femmes à l'intérieur. J'en ai reconnu quelques-unes. Jeunes. La plupart entre 16 et 25 ans. Assises sur des bancs en bois, yeux écarquillés, respiration haletante. Personne ne parlait. Personne ne comprenait. Si vous m'aviez demandé à ce moment-là ce qui se passait, je n'aurais pas su répondre. Je pensais que c'était une erreur. Je pensais qu'ils allaient nous relâcher. Je pensais que je rentrerais chez moi avant l'aube. Je me trompais. Nous avons roulé pendant des heures. Le froid dans le camion était brutal. Pas de couverture, pas d'eau. Juste le bruit du moteur, l'odeur de diesel et la peur grandissante entre nous. Certaines pleuraient doucement. D'autres priaient. Je regardais simplement mes mains. Elles tremblaient. Je ne pouvais pas les arrêter. Quand le camion s'est enfin arrêté, il faisait jour. Nous sommes descendus dans un endroit que je n'avais jamais vu. Un complexe entouré de fils barbelés, des tours de guet, des gardes armés partout, de longs baraquements gris, alignés comme des cercueils. Au portail, une pancarte en allemand. Je n'ai pas pu la lire. Mais une des femmes à mes côtés, qui parlait allemand, a traduit à voix basse. Camp de travail féminin, zone de contrôle militaire. Travail. Le mot a semblé presque rassurant. J'ai pensé, nous allons travailler, nous allons rentrer, cela va passer. Mais quand nous avons franchi le portail, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé. Des femmes, des centaines, maigres, sales, regards vides, se déplaçant comme des ombres entre les baraquements. Certaines portaient des seaux, d'autres lavaient du linge dans d'énormes bassins d'eau sale. Mais ce qui m'a le plus effrayé n'était pas le travail, c'était le silence. Personne ne conversait, personne ne nous regardait, nous les nouvelles arrivées, comme si elles savaient déjà, comme si elles avaient déjà renoncé à nous prévenir. On nous a emmenés dans un baraquement d'enregistrement. À l'intérieur, une officière allemande, grande, blonde, impeccable, nous observait pendant que 2 assistantes notaient nos noms, âge, ville d'origine. Elle marchait entre nous, lentement, regardait chaque visage, chaque corps, comme si elle choisissait des fruits au marché. Quand elle est arrivée devant moi, elle s'est arrêtée, a incliné la tête, a dit quelque chose en allemand à l'assistante. Elles ont noté quelque chose à côté de mon nom. Je n'ai pas compris, mais j'ai vu le regard de la femme à mes côtés. Elle avait entendu. Et son visage a pâli.
Ce n'est que plus tard que j'ai découvert ce que cela signifiait. Si vous pensez connaître l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ce témoignage va changer votre regard pour toujours. Thérèse Duvallon est sur le point de révéler ce qui se cachait derrière les portes closes des camps sous contrôle allemand. Des vérités effacées des livres d'histoire, des méthodes qu'on a voulu faire disparaître et des cris qu'on a tenté de faire taire pendant plus de 6 décennies. Restez jusqu'au bout, parce que ce qu'elle va dire, personne ne devrait oublier. Les premières heures dans ce camp, je les ai passées dans un état second. On nous a donné des uniformes, pas des vêtements. Des uniformes. Robe grise, épaisse, qui grattait la peau. Pas de sous-vêtements. Pas de chaussettes. Juste des sabots en bois qui blessaient nos pieds dès les premiers pas. On nous a rasé les cheveux. Toutes, sans exception. Je me souviens du bruit des ciseaux, du froid soudain sur ma nuque. De voir mes boucles brunes tomber au sol, mélangées à celles de dizaines d'autres filles. On nous a dit que c'était pour l'hygiène. Mais je crois qu'ils voulaient surtout nous rendre identiques. Interchangeable. On nous a attribué un baraquement. Le numéro 7. À l'intérieur, des lits superposés en bois brut. 3 étages. Pas de matelas. Juste une fine couverture trouée pour chacune. L'odeur était insupportable. Sueur, urine, moisissure. Les fenêtres étaient mal condamnées. Une seule ampoule pendait au plafond. Éteinte la plupart du temps. Ce premier soir, personne n'a dormi. Nous étions une trentaine de nouvelles, mélangées à des femmes déjà là depuis des semaines, des mois. Elles ne nous parlaient pas. Elles nous regardaient avec une sorte de pitié fatiguée, comme si elles savaient déjà ce qui nous attendait. J'ai essayé de parler à la femme sur la couchette en dessous de la mienne. Elle s'appelait Marguerite. Elle avait 34 ans, institutrice à Lyon, arrêtée pour avoir caché des documents de la résistance. Elle m'a regardé avec des yeux enfoncés, cernés, et m'a dit simplement « Ne pose pas de questions. Fais ce qu'on te dit, et prie pour qu'il ne remarque pas ton visage. » Je n'ai pas compris, pas encore. Le lendemain matin, à 5 heures, une sirène nous a réveillés, stridente, insupportable. On nous a ordonné de sortir, de nous aligner dans la cour centrale. Il faisait encore nuit. Le froid mordait la peau. Nous étions pieds nus dans la boue gelée. Un officier allemand nous a comptés. 1 fois, 2 fois. Puis il a donné un ordre. Les gardes ont commencé à séparer les femmes. Pas au hasard. Ils regardèrent nos visages, nos corps. Ils pointaient. À droite, à gauche, les plus jeunes à droite, les plus âgés à gauche. J'ai été envoyé à droite. On nous a emmenés vers un autre bâtiment, plus petit, plus propre. À l'intérieur, il y avait des chaises alignées, une table avec des instruments, des seringues, des flacons. Une infirmière allemande nous attendait. Elle nous a examinés, une par une, à mesurer notre taille, notre poids, à regarder nos dents, nos mains, nos pieds, à tout noter. Puis elle nous a injecté quelque chose. Un liquide transparent. J'ai senti mon bras brûler. J'ai demandé ce que c'était. Elle n'a pas répondu. Plus tard, une détenue française, qui travaillait comme interprète, m'a glissé en chuchotant « Il vérifie si vous êtes saine, si vous pouvez. Résister. Résister à quoi ?» Je ne comprenais toujours pas. Mais ce soir-là, alors que nous retournions au baraquement, j'ai entendu des cris de femmes, aigus, terrifiés, venant d'un bâtiment isolé au fond du camp, un bâtiment sans fenêtre, gardé en permanence. Marguerite m'a tiré par le bras. « Ne regarde pas, ne pose pas de questions. » Mais j'ai regardé quand même, et j'ai vu. Une jeune femme, à peine plus âgée que moi, sortant de ce bâtiment, soutenue par 2 gardes. Elle ne marchait pas. Elle était traînée. Ses jambes ne la portaient plus. Son visage était blanc. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux étaient vides. Je l'ai reconnue. Elle était arrivée avec moi, dans le même camion. Elle s'appelait Lucie. Elle avait 17 ans. Ce que j'ai vu sur son visage cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas de la douleur. C'était quelque chose de pire. Quelque chose qui n'a pas de nom. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce camp n'était pas un camp de travail. C'était autre chose. Quelque chose dont personne ne parlait. Quelque chose que les livres d'histoire ne mentionnent pas. Les jours suivants,
J'ai essayé de comprendre, de rester invisible, de ne pas attirer l'attention. Mais dans ce camp, l'invisibilité n'existait pas. Surtout pas pour les jeunes. Chaque matin, même rituel. Réveil à 5 heures, appel dans la cour, séparation. Les plus âgés partaient à travailler, coudre des uniformes, laver du linge, trier des équipements. C'était dur, épuisant. Mais elles survivaient. Nous, les plus jeunes, on nous gardait à part. On nous faisait attendre, des heures, dans le froid, sans explication. Puis, certains jours, des officiers venaient. Ils nous observaient, parlaient entre eux, notaient des choses, et certaines filles étaient appelées, par leur nom ou par leur numéro. Elles ne revenaient jamais au travail le même jour. Parfois, elles ne revenaient pas du tout. Lucie, la jeune fille que j'avais vue cette première nuit, était devenue une ombre. Elle ne parlait plus, ne mangeait plus. Restait assise sur sa couchette, les yeux fixés sur le mur. Marguerite me dit qu'elle avait été emmenée 3 fois, en 5 jours. « Pourquoi ?» demandai-je. Marguerite baissa les yeux. « Pour ce qu'ils appellent des expériences médicales. Mais ce ne sont pas des expériences, c'est de la torture. Ils testent des méthodes, des appareils, sur des corps qu'ils considèrent jetables. » Ma gorge se serra. Quels appareils? Elle hésita. Puis elle me dit, la voix brisée, « Des électrodes. Ils les attachent, aux poignets, aux chevilles, parfois. Ailleurs. Ils envoient des décharges, pour voir combien de temps une femme peut supporter avant de perdre connaissance. Ils appellent ça le traitement électrique. Ils disent que c'est pour des recherches, mais c'est un mensonge. C'est juste de la cruauté déguisée en science. » Je restai pétrifiée. Mon sang se glaça. Et pourquoi nous? Pourquoi les jeunes? Marguerite me regarda avec une tristesse infinie. Parce que vous êtes fraîche, parce que votre corps résiste mieux, parce que vous criez plus fort. Je ne comprenais pas, je ne voulais pas comprendre. Mais 2 jours plus tard, mon nom fut appelé. C'était un matin gris, pluvieux. On nous avait alignés comme d'habitude. Un officier s'approcha avec une liste. Il lut plusieurs noms. Le mien était le 4e. Thérèse Duvallon. Baraquement. 7. Mon cœur s'arrêta. Les autres filles me regardèrent. Certaines détournèrent les yeux. D'autres chuchotèrent des prières. On nous emmena, nous 5, vers le bâtiment isolé. Celui sans fenêtre. Celui d'où venaient les cris. À l'intérieur, il faisait chaud. Trop chaud. Des lampes puissantes éclairaient chaque recoin. Au centre de la pièce, une table métallique, froide, inclinée, avec des sangles en cuir aux 4 coins. Un médecin allemand nous attendait. Blouse blanche, lunettes rondes, visage impassible. À côté de lui, un assistant et une infirmière. Ils parlaient entre eux, en allemand, calmement, comme s'ils discutaient du temps qu'il faisait. On nous dit de nous déshabiller, complètement, devant eux, sans pudeur, sans humanité. Je tremblais. Mes mains ne m'obéissaient plus. La fille à côté de moi pleurait. Une autre suppliait, en français, en allemand. Peu importait. Ils ne réagissaient pas. Ils nous examinèrent, un par un, comme du bétail. Le médecin prit des notes, mesura nos réflexes, appuya sur certaines parties du corps, nota nos réactions. Puis il choisit. La première fille, celle qui pleurait. Elle s'appelait Hélène. Elle avait 20 ans. Ils l'allongèrent sur la table, l'attachèrent, poignets, chevilles. Elle hurlait, suppliait. Le médecin fit un signe. L'assistant apporta une machine, une boîte métallique, avec des cadrans, des fils et des pinces. Ils fixèrent les pinces sur elle, aux poignets, aux chevilles, puis le médecin tourna un cadran, et elle hurla. Comme je n'avais jamais entendu quelqu'un hurler, un cri qui venait des entrailles, un cri qui n'était pas humain. Il notait, mesurait, ajustait et recommençait. Je fermais les yeux, mais je ne pouvais pas fermer mes oreilles. Je ne pouvais pas échapper à ce son, à cette horreur. Après Hélène, ce fut le tour d'une autre, puis d'une autre. Ils ne me choisirent pas ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être voulaient-ils garder certaines d'entre nous intactes plus longtemps. Peut-être avaient-ils déjà eu assez de données. Mais en sortant de là, je n'étais plus la même. Quelque chose en moi était mort.
quelque chose que je ne retrouverai jamais. Je compris rapidement que ce camp fonctionnait selon une logique monstrueuse, mais une logique quand même. Tout était organisé, planifié, documenté. Les femmes les plus jeunes et les plus saines étaient réservées pour les expériences. Les autres travaillaient. Certaines mouraient de faim, d'autres de maladie. Mais celles qui étaient choisies pour les expériences, elles mouraient autrement, plus lentement, plus douloureusement. Il y avait des catégories. J'appris cela par une détenue polonaise, Anna, qui travaillait dans les bureaux administratifs et traduisait les documents allemands. Elle risquait sa vie en nous parlant, mais elle le faisait quand même, parce qu'elle voulait qu'on sache, qu'on témoigne, si jamais on survivait. Il vous classe selon 3 critères, me dit-elle un soir, en chuchotant dans l'obscurité du baraquement. Âge, apparence, résistance physique. Les plus jeunes et les plus jolis sont envoyés en priorité, parce que pour eux, vous représentez l'ennemi parfait, la jeune Française, belle, fière. Ils veulent vous briser, pas seulement physiquement, mais dans votre âme. Elle me tendit un morceau de papier, un rapport, en allemand. Je ne comprenais pas tout, mais je reconnus certains mots. Elektrische Behandlung, traitement électrique. Schmerztoleranztest, test de tolérance à la douleur. Il teste combien de temps une femme peut endurer avant de supplier, avant de perdre la raison. Il note tout, la durée, l'intensité, les réactions. Tout est consigné, tout est envoyé à Berlin, pour des recherches médicales futures. Je sentis la bile monter dans ma gorge. Et celles qui ne survivent pas? Anna ferma les yeux. Elles disparaissent. Il y a une fosse, derrière le camp. On ne voit jamais les corps, mais on entend. La nuit, les pelles, le bruit de la terre qu'on remue. Ce soir-là, je ne dormis pas. Je restais allongée, fixant le plafond invisible dans le noir. Je pensais à ma mère, à mon père, à ma petite maison à Annecy, à ma vie d'avant. Une vie si simple, si normale. Une vie qui semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre. Les semaines passèrent. Je fus appelée 3 fois. 3 fois j'entrai dans ce bâtiment. 3 fois je crus que je n'en ressortirais pas. La première fois, ils testèrent ma résistance à la douleur. Électrodes au poignet, décharge progressive. Ils notaient mes réactions. Combien de temps avant que je crie? Combien de temps avant que je perde connaissance? La deuxième fois, ils testèrent ma capacité de récupération. Combien de temps après une session je pouvais encore marcher, parler, répondre à des questions? La troisième fois, je ne veux pas en parler, même aujourd'hui, même après toutes ces années. Il y a des choses qui restent enfermées, pas par choix, mais par survie. Ce que je peux dire, c'est que j'ai entendu cette phrase. La phrase que je n'oublierai jamais. 2 officiers, parlant devant la porte, avant d'entrer. « Ist sie schon am Schreien » ? Elle crie déjà ? L'un d'eux rit. L'autre répondit quelque chose que je ne compris pas. Mais le ton était clair, amusé, détaché, comme s'il parlait d'un animal, pas d'un être humain. Et c'est ce qui me brisa. Pas la douleur, pas la peur, mais cette indifférence, cette certitude qu'ils avaient que nous n'étions rien, que nos vies ne comptaient pas, que nos cris n'étaient qu'un son parmi d'autres. Si je suis encore en vie aujourd'hui, ce n'est pas grâce à ma force, ce n'est pas grâce à mon courage, c'est grâce à des moments, de minuscules moments, où quelqu'un, quelque part, a décidé de me voir encore comme un être humain. Marguerite, par exemple, elle qui avait tout perdu, son mari, fusillé par les Allemands en 1942 pour sabotage. Ses 2 enfants, disparus lors d'une rafle à Lyon. Elle qui n'avait plus rien à espérer, plus rien à attendre. C'est elle qui me donnait sa ration de pain quand je ne pouvais plus avaler. C'est elle qui me tenait la main la nuit, quand les cauchemars me réveillaient, en hurlant. C'est elle qui murmurait « Respire, Thérèse. Juste respire, un souffle à la fois. » Elle avait développé une méthode, une façon de survivre psychologiquement dans cet enfer. Elle comptait les jours, les heures, les respirations. Elle disait que tant qu'on pouvait compter, on était encore vivante, encore capable de penser, encore humaine. « Ne leur donne pas ton esprit, me répétait-elle. Ils peuvent prendre ton corps, ils peuvent te faire mal.
Mais ton esprit, Thérèse, c'est à toi. Garde-le, cache-le, protège-le. » Je ne comprenais pas toujours ce qu'elle voulait dire, mais je m'accrochais à ces mots, comme à une bouée dans une mer déchaînée. Anna, la polonaise. Elle qui risquait sa vie chaque jour en nous transmettant des informations volées dans les bureaux administratifs. Elle qui nous disait « N'oubliez jamais. Si vous survivez, racontez. Même si personne ne vous croit. Même si on vous traite de menteuse, racontez. Parce que le silence est leur plus grande arme. » Anna avait été professeure d'histoire à Varsovie. Arrêtée pour avoir aidé des Juifs à fuir. Sa famille entière avait été exterminée. Elle était seule. Mais elle refusait de se taire. Elle notait tout ce qu'elle pouvait, sur de minuscules bouts de papier, qu'elle cachait dans les coutures de ses vêtements, dans les fissures des murs. Elle me disait, « Si je meurs, quelqu'un trouvera peut-être ces mots, et saura. » Je ne sais pas si quelqu'un a jamais trouvé ces notes. Je ne sais même pas si Anna a survécu. Nous avons été séparés en février 1944. Je ne l'ai jamais revu. Et puis il y eut cet homme, ce garde allemand. Je n'ai jamais connu son nom. Je n'ai jamais vu son visage clairement. Mais une nuit, alors que je sortais du bâtiment des expériences, incapable de marcher, les jambes tremblantes, la vision floue, il m'a porté. Il ne m'a pas traîné, il ne m'a pas poussé, il m'a porté. Comme on porte un enfant. Il ne dit rien. Il me déposa devant le baraquement, regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'avait vu. Et il partit, sans un mot, sans un regard. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait une fille de mon âge. Peut-être qu'il était simplement encore humain, quelque part, au fond de lui. Ou peut-être que c'était juste un hasard. Un instant de pitié dans un océan de cruauté. Mais cet instant me sauva, parce qu'il me rappela quelque chose que j'avais presque oublié, qu'il existait encore, quelque part, une humanité, même infime, même cachée, même écrasée sous le poids de l'uniforme et des ordres. Il y avait aussi ces petits actes de résistance entre nous, les détenus, ces gestes invisibles qui nous maintenaient en vie. Une femme qui partageait un morceau de sucre volé, une autre qui chantonnait doucement, la nuit, pour nous aider à dormir. Une troisième qui racontait des histoires de sa vie d'avant pour nous rappeler qu'il y avait eu un monde normal, qu'il y aurait peut-être à nouveau un monde normal. Je me souviens d'une femme, Claire, une Parisienne. Elle avait été danseuse à l'opéra. Elle nous montrait parfois, dans l'obscurité du baraquement, des positions de ballet. Debout, malgré la faim, malgré l'épuisement. Elle levait les bras, pointait les pieds, et pendant quelques secondes, elle redevenait ce qu'elle avait été. Gracieuse, libre, belle. « Ils peuvent m'enfermer, » disait-elle, « mais ils ne peuvent pas m'empêcher de danser dans ma tête. » Claire est morte en mars 1944, de pneumonie. Mais jusqu'à son dernier souffle, elle a continué à lever les bras, à pointer les pieds, à danser. Les mois passèrent, l'hiver arriva, le froid devint insupportable. Nos uniformes ne suffisaient pas, nos sabots se fissuraient, nos pieds saignaient, beaucoup moururent, de froid, de faim, de maladie. Les expériences continuaient, mais elles se firent plus rares, moins systématiques, comme si même les Allemands commençaient à manquer de ressources, ou d'intérêt, ou peut-être qu'ils sentaient que la guerre tournait, que leur temps était compté. Les rumeurs circulaient, des débarquements alliés, des défaites allemandes, des villes reprises. On n'osait pas y croire, mais on espérait, en silence, désespérément. Je fus appelé une dernière fois, en janvier 1944, presque un an après mon arrivée. Cette fois, ce ne fut pas pour des électrodes, ce fut pour un interrogatoire. Il voulait en savoir si je connaissais des membres de la résistance, si mon père avait des contacts, si j'avais transmis des messages, si j'avais aidé des Juifs, si j'avais caché des armes. Je ne savais rien. Et même si j'avais su, je n'aurais rien dit. Pas par bravoure, mais par épuisement. J'étais tellement vidé que plus rien n'avait d'importance. Plus rien ne pouvait me briser davantage. L'officier qui m'interrogeait était jeune, peut-être 25 ans. Il parlait français avec un accent allemand épais. Il me posait les mêmes questions, encore et encore, comme s'il espérait que je finirais par craquer,
par inventer quelque chose, juste pour que ça s'arrête. Mais je n'avais rien à inventer. Alors je restais silencieuse. Ou je répétais « Je ne sais pas. Je ne connais personne. Je n'ai rien fait. » Au bout de 3 heures, il abandonna. Me regarda avec quelque chose qui ressemblait à du mépris, ou peut-être à de la déception. Puis il me renvoya au baraquement. Je ne compris pas pourquoi ils me relâchèrent. Peut-être n'avais-je plus de valeur pour eux. Peut-être étais-je trop abîmée, trop maigre, trop cassée. Peut-être que j'étais devenue inutile, ou peut-être que la guerre commençait vraiment à tourner, et qu'ils savaient que leur temps était compté, qu'ils essayaient déjà d'effacer les preuves, de faire disparaître les traces, de nous faire disparaître, nous. En février 1944, ils commencèrent à transférer des détenus, par groupe, vers d'autres camps, vers l'Allemagne, vers l'Est. On ne savait pas exactement où, mais on savait que c'était mauvais signe, très mauvais signe. Anna fut transférée, Marguerite aussi. Je les vis monter dans les camions. Je ne pus même pas leur dire au revoir. Elles disparurent, et je restai, avec une poignée d'autres femmes, les plus faibles, les plus malades, celles qui ne valaient en plus la peine d'être transportées. On nous laissa presque seuls. Les gardes étaient moins nombreux, les rations encore plus maigres, les baraquements encore plus froids. C'était comme s'ils nous avaient oubliés, comme si nous étions déjà mortes. Mais nous ne l'étions pas, pas encore. Et puis, un matin d'août 1944, nous avons entendu quelque chose. Des explosions, lointaines, puis de plus en plus proches. Des tirs, des cris. Mais pas nos cris, les cris des Allemands. Ils couraient, ils brûlaient des papiers, ils chargeaient des camions, ils partaient. Et nous restions là, figés, incapables de comprendre ce qui se passait. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et que des soldats entrent, mais pas des soldats allemands, des soldats américains, français libres, avec des drapeaux, avec des sourires, avec des larmes dans les yeux. Ils nous ont regardés, et certains ont détourné le regard, parce que ce qu'ils voyaient était trop dur, trop insupportable. Des squelettes vivants, des fantômes, des femmes qui ne ressemblaient plus à des femmes. L'un d'eux s'est approché de moi, m'a tendu une couverture, m'a dit en français « C'est fini, vous êtes libre ». Libre. Le mot semblait tellement étrange, tellement irréel, comme si c'était une langue que je ne parlais plus. Le camp fut libéré en août 1944. Les Alliés arrivèrent, les portes s'ouvrirent. Nous étions libres. Mais qu'est-ce que la liberté quand on a tout perdu? Quand on ne sait plus qui on est, quand on porte en soi des images qu'aucun mot ne peut effacer. Je rentrai en France, à Annecy. Ma mère pleure en me voyant. Mon père détourna le regard. Je ne ressemblais plus à la jeune fille qu'ils avaient reconnue. J'étais maigre, chauve, le regard vide. Ils me posèrent des questions. 1 fois, 2 fois, puis ils arrêtèrent. Parce qu'ils virent dans mes yeux que je ne pouvais pas répondre. Pas encore. Peut-être jamais. Je tentais de reprendre une vie. Je travaillais. Je me mariais. J'eus des enfants. Mais une partie de moi resta toujours là-bas, dans ce camp, dans ce bâtiment, sur cette table. Pendant 64 ans, je n'ai presque rien dit. Quelques mots, quelques phrases. Jamais l'histoire complète, parce que personne ne voulait vraiment savoir, parce que c'était trop dur, trop sombre, trop embarrassant. La France avait besoin de héros, pas de victimes. Elle avait besoin de récits glorieux de résistance, pas d'histoires de jeunes femmes torturées dans des camps oubliés. Alors j'ai tu, comme des milliers d'autres. Nous avons porté ce silence, seuls, en espérant qu'un jour, peut-être, quelqu'un voudrait vraiment écouter. Ce jour est venu, tardivement. J'avais 83 ans quand une historienne me contacta. Elle faisait des recherches sur les camps de travail féminins en France occupée. Elle avait trouvé mon nom, dans des archives allemandes, avec une mention. Sujet expérimental, traitement électrique, survivante. Elle voulait m'interviewer. Je refusais d'abord, puis j'acceptais. Pas pour moi, mais pour Lucie, pour Hélène, pour Marguerite, pour Anna, pour toutes celles qui ne sont jamais rentrées. Cette interview dura 3 jours. Je dis tout, ou presque. Il y a des choses que je garde encore, que je garderai jusqu'à ma mort, parce qu'elles sont trop lourdes,
trop intime, trop insupportable. 5 ans après cette interview, je suis partie. Paisiblement, dans mon sommeil. Mais avant de partir, j'ai demandé une chose. Que mon témoignage soit préservé. Que ces mots survivent. Que ce qui nous est arrivé ne soit pas effacé. Parce que l'histoire ne doit pas être écrite uniquement par les vainqueurs. Elle doit aussi être racontée par celles qui ont survécu. Par celles qui ont porté, dans leur chair, le poids de cette guerre. Aujourd'hui, je ne suis plus là. Mais ces mots restent. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour les lire, pour les entendre, pour les transmettre, ce qui nous est arrivé ne sera pas enterré sous le silence. Nous étions des centaines, des milliers peut-être, de jeunes femmes françaises, belges, polonaises, arrachées à nos vies, utilisées, brisées, puis oubliées. Mais nous avons existé, nous avons souffert, nous avons résisté, à notre manière, pas avec des armes, mais avec notre volonté de rester humaine, malgré tout. Et c'est peut-être la seule victoire qui compte vraiment. Si vous écoutez ces mots aujourd'hui, je vous demande une seule chose. Ne nous oubliez pas. Ne laissez pas nos histoires disparaître. Parce que ce qui nous est arrivé peut se reproduire. Sous d'autres formes, dans d'autres pays, à d'autres femmes. Tant que l'humanité choisira de fermer les yeux, tant qu'elle préférera l'indifférence à la vérité. Mon nom est Thérèse Duvallon. J'avais 19 ans quand ils m'ont prise. J'en ai eu 88 quand je suis partie. Entre les deux, j'ai vécu. J'ai survécu. Et maintenant, je témoigne. Pour toujours. Thérèse Duvallon a porté ce silence pendant 64 ans. 64 années à vivre avec ces images, ces cris, cette douleur que personne ne voulait entendre. Mais avant de partir, elle a choisi de parler. Pour Marguerite, pour Anna, pour Lucie, pour Claire, pour toutes celles qui ne sont jamais rentrées. Leur dignité, leur résistance silencieuse, leur humanité écrasée mais jamais détruite, tout cela mérite d'être connu, d'être honoré, de traverser le temps. Si ce témoignage vous a touché, si vous ressentez le poids de ces mots dans votre poitrine, nous vous demandons quelque chose d'important. Abonnez-vous à cette chaîne pour que des récits comme celui-ci continuent d'exister. Likez cette vidéo, non pas par simple geste, mais comme un acte de mémoire envers celles qui n'ont jamais pu raconter leur histoire. Partagez-la avec ceux qui, comme vous, croient que certaines vérités ne doivent jamais disparaître. Même quand elles font mal. Surtout quand elles font mal. Dans les commentaires, prenez un instant pour réfléchir. D'où regardez-vous ce documentaire en ce moment? Qu'est-ce que l'histoire de Thérèse a réveillé en vous? Pensez-vous que de telles horreurs pourraient se reproduire si nous choisissons le silence et l'indifférence? Ces femmes ont survécu non pas parce qu'elles étaient exceptionnelles, mais parce qu'elles ont refusé d'abandonner leur humanité, même dans les ténèbres, même quand tout semblait perdu. Leur courage mérite plus que notre silence passager. Il mérite notre voix, notre engagement à ne jamais oublier. Thérèse est partie en 2008, à l'âge de 88 ans. Mais ces mots demeurent. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour les écouter, pour les partager, pour les porter plus loin, ce qui lui est arrivé ne sera jamais effacé par le temps. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, faites en sorte que son témoignage ne s'arrête pas ici. Abonnez-vous, partagez, commentez, et surtout, souvenez-vous.